C'est que c'est assez vaste, puisqu'en fait j'ai essayé, les différents chapitres, il y a à peu près 8 grands chapitres dans le livre, qui représentent les 8 pouvoirs. 8 pouvoirs qui me semblent, en tout cas qui m'ont semblé importants, pour expliquer finalement ce pouvoir illégal des élites. Donc ces 8 pouvoirs, donc il y a la partie illégale, c'est aussi, comment dire, 8 pouvoirs légaux, hein, ou légaux. Hein, donc il n'y a pas que la version illégale, mais c'est une grille de lecture pour essayer de comprendre le monde d'aujourd'hui, puis je pense le monde aussi depuis longtemps. Ça date pas d'aujourd'hui. Et donc en fait, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre? C'est donc pendant pas mal de temps, j'ai étudié et travaillé ou milité sur les questions, notamment autour des questions Nord-Sud. La plupart des livres que je voyais, c'est des bouquins sur la partie légale, hein, donc les problèmes d'exploitation, l'analyse un peu marxiste notamment de l'économie, et donc c'est la dimension légale. Alors, dernier point, avant que je me calme, donc là il est 25, oui, je vais essayer de tenir jusqu'à pas dépasser donc 9h25 ou 9h10. Et donc, sur cette dimension légale. Et puis progressivement, en fait, je vais lui rendre hommage quand même, alors je le cite dans le livre, je suis tombé sur les livres de François-Xavier Verschaft avec l'association Survie, qui explique notamment les livres que je vous conseille de lire après avoir les liens, bien sûr. Parce qu'en fait, moi je fais un peu une synthèse notamment de ces livres, mais pas que des siens. Et notamment les livres comme Noir Chirac ou La France-Afrique. Il y a un tout petit livre aussi qui s'appelle De la mafia africaine à la France-Afrique. Ou qui nous montrait en fait le rôle de la République, mais sous l'autre facette. Puisque en plus, en ce moment, on parle sans arrêt de la République, la démocratie, etc. Mais ça, c'est la facette visible. Et en même temps, si on gratte un peu le vernis, il y a toute une facette beaucoup moins reluisante qui apparente beaucoup plus nos élites économiques et politiques à des mafias. Donc il y a régulièrement des films qui sortent là-dessus. Mais comme c'est des films, on se dit que c'est des films. Sauf que c'est pas toujours des films. Et donc voilà, c'est un peu ce pan un peu de la réalité qui m'a un peu sauté aux yeux progressivement, parce qu'on entend quand même toujours un peu parler. D'ailleurs, aujourd'hui, et puis même un peu dans le livre, j'essaie de ne pas prendre trop d'exemples inconnus, parce que si on prend trop d'exemples inconnus, les gens disent non, puisqu'on ne connaît pas, ça n'existe pas. Donc c'est plutôt de prendre les procès connus, puis d'aller gratter un peu, parce que pareil, les procès, on a toujours une petite, comme les procès Elf ou les procès l'Angola Gate, etc. On n'a qu'une petite version. Mais bon, voilà. Bon, je ne vais pas développer plus, puis je vais me lancer. Dernier point par rapport à ça, en fait, voilà, c'est de montrer en fait, qu'il y a trois aspects, hein, la dimension inégale, la dimension adémocratique et la dimension illégale ou illicite. Et que, voilà, contrairement à ce qu'on nous dit, donc c'est surtout en fait les élites économiques, elles ont moins ça à la bouche sans arrêt, leur probité, etc. D'ailleurs, elles sont plus discrètes. Et par contre, les élites politiques, il faut qu'elles soient élues, donc on les voit sans arrêt s'afficher, elles ont sans arrêt à la bouche l'état de droit, la République, la démocratie. Et on voit en fait que comme elles sont soumises à la tentation et du pouvoir et de la finance, très souvent, elles y sont, mais c'est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait dire la corruption. La corruption, c'est récupérer un peu d'argent pour arrondir sa fin de mois. Là, c'est beaucoup plus, on va dire, large que ça, parce que ça touche vraiment tous les pouvoirs. C'est pas qu'un problème d'argent, c'est vraiment un problème d'illégalité, c'est pour ça que j'appelle ça comme ça. C'est pas qu'un problème, même si la corruption c'est illégal, mais ça touche beaucoup plus large que ça. Et du coup, il y a 8 pouvoirs, je vous les cite maintenant, puis on les reviendra les uns après les autres. Le pouvoir économique et financier, le pouvoir des organisations internationales. Donc là, je les ai un peu classés, plus ou moins par ce que j'estime être par importance, disons, décroissante, mais donc c'est un peu subjectif. Donc le pouvoir des organisations internationales, le pouvoir des États, avec celui de la justice qui fait souvent mal son travail, le pouvoir répressif, donc de la police et de l'armée, notamment, des milices, le pouvoir idéologique, les grandes idéologies, comment donc elles contribuent à façonner et à orienter le monde, le pouvoir relationnel, donc le pouvoir des réseaux, tous les réseaux qu'on peut créer les uns les autres, surtout les élites. Et puis le 7e pouvoir, c'est le pouvoir de communication, le pouvoir des médias notamment. Et le 8e, je l'ai mis à la fin, alors on peut considérer que c'est même le premier, mais ça dépend de votre vision des choses, ce que j'appelle le pouvoir psycho-identitaire ou psychosocial.
c'est ce qui se passe au fond des individus. Voilà. Donc ceux qui sont très psychos considéreront que c'est le premier des pouvoirs et que c'est ça qui façonne l'ensemble. Ceux qui sont plutôt économistes ou sociaux diront que bah non, déjà c'est bizarre qu'il soit là, mais en huitième ça suffira. Donc on verra à la fin. Donc premier des pouvoirs, le pouvoir économique et financier. Et donc il se décline dans sa version, comme tous les autres pouvoirs d'ailleurs, globalement, d'abord dans sa version légale. Hein, et donc ça, bon, on le connaît, c'est toutes les analyses qu'on peut avoir, par exemple, marxistes et autres, des inégalités. Ensuite, il y a le pouvoir, on va dire, adémocratique, donc non démocratique. Et donc là, on reste toujours dans la légalité, mais déjà, ça commence à poser un problème de démocratie, donc on verra justement les différents éléments. Et à un moment donné, on va plus loin, et là on arrive dans l'illégalité. Donc sans arrêt, en fait, je vais louvoyer entre les trois, parce que bon, sur la question idéologique, il n'y a rien d'illégal. C'est plutôt des problèmes de démocratie et disons d'égalité. Voilà. Dernier point par rapport à ça, en fait, j'organise ça autour de 8 pouvoirs, on pourrait dire 8 structures ou 8 formes de gouvernance, qui sont en fait un système. C'est des systèmes, c'est pas forcément les individus. Puisqu'en fait, très souvent on entend dire, par exemple, là, mais il faut sortir Sarkozy, il faut sortir Hollande, il faut sortir Obama, il faut sortir les dirigeants. Mais en fait, non, c'est pas, les individus ne sont que des pièces dans le rouage. Évidemment, il y en a qui accélèrent ou qui freinent le système. Mais c'est d'abord un système, c'est d'abord des enjeux de structure. Et c'est pas le fait de changer un individu qui va changer grand-chose, on en mettra un autre. Hein, c'est comme Macron, aujourd'hui, il est là, mais il n'est que le produit de l'économique, et donc on voit que les banquiers placent leurs pions dans l'échiquier, mais par exemple, si l'angle autrefois, Chirac était le pion de Dassault, par exemple. Hein. C'est Dassault qui l'a amené en politique. Si vous voulez creuser ça, vous pouvez voir le bouquin de Chirac de Virchow. Et on voit, donc pour la petite histoire, mais c'est comme ça aussi que se font les réseaux, c'est le père de Chirac qui travaillait dans une banque, il devait avoir un poste élevé, et donc c'est comme ça que Chirac a rencontré Dassault, donc le père, pas celui qui est au gouvernement, enfin, qui est député actuellement, et puis il lui a mis les pieds à l'étrier, et puis tout doucement comme ça, il a monté les échelons, et c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais qui peuvent expliquer que l'État français a acheté le Rafale, et que pendant des années, ça a duré 20 ou 30 ans, il n'a jamais réussi à en vendre un, parce que c'était pas forcément facile de le vendre. Voilà. Donc c'est les réseaux qui permettent d'expliquer notamment ça. Donc là c'est la collision entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire en l'occurrence. Là c'est un exemple parmi d'autres. Mais bon, il y en a pas mal, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Voilà. Donc, premier élément du système, c'est le pouvoir financier. Donc celui-là, vous le connaissez un peu plus, parce qu'on commence à en parler, notamment avec l'essor de la dette. Hein. Et donc, bon, alors, si on voit ça légalement, on peut dire bah oui, la dette elle est légitime, et donc il faut la payer. Mais selon notre vision des choses sur la dette, donc je ne vais pas faire un débat sur la dette, ça va être très long, mais en un mot, on peut considérer qu'elle est beaucoup moins légitime qu'il n'y paraît. Selon Attac, qui a une vision critique, disons, encore assez gentille, il considère qu'il y a 59% de la dette française qui est illégitime. Mais si on est en plus radical, on peut estimer, ça dépend de la vision qu'on utilise, la vision critique ou pas, on peut estimer qu'elle a déjà été payée plusieurs fois, qu'ils sont tellement enrichis que ce serait même bien de l'annuler complètement, et d'une part. Et ensuite, ça c'est la partie encore légale de l'histoire, mais on sait aussi qu'il y a une partie de la dette qui s'en va vers les paradis fiscaux, et donc qui est une partie illégale de la dette. Hein. Et donc ça représente quand même des chiffres assez importants. Ça représentait, alors, dans ordre d'idée, 5 ou 6 fois le coût de la Sécu il y a quelques temps. Hein. Il y a la partie fraude fiscale, donc il y a la dimension, il y a la dimension évasion fiscale vers les paradis fiscaux, puis la dimension fraude fiscale, là c'est sur le territoire français. Et donc bon, on pourrait dire jusque-là, ça on le sait et tout ça, mais le problème aussi c'est que, bon, ça commence à sortir d'ailleurs, heureusement, quand j'écris le livre, peu de gens encore le savaient, c'est que la plupart des grandes banques françaises, toutes les grandes banques d'ailleurs, ont des filiales dans les paradis fiscaux, et donc font passer de l'argent là-bas, et donc ça contribue aussi à blanchir cet argent-là. C'est de l'argent qui peut provenir du trafic de drogue, du trafic de
de prostitution, de trafic d'armes et autres, différents trafics. Et donc ces grandes banques qui ont pignon sur rue, comme la Société Générale, la BNP, le Crédit Agricole, maintenant le Crédit Mutuel, enfin, ça vient régulièrement, elles ont, c'est un peu comme Volkswagen, donc tout doucement ça arrive, elles ont, disons, un affichage extrêmement sérieux, extrêmement légal, etc. Et puis quand on gratte un peu, on se rend compte qu'elles frayent dans les mêmes eaux que les mafias les plus sombres. Hein. Donc ça pose un vrai problème démocratique, mais c'est pas parce qu'elles sont dans les paradis fiscaux que, vous voyez, tout d'un coup, le gouvernement leur saute au cou en disant « Attention, on va vous arrêter, monsieur les dirigeants, monsieur les actionnaires. » Non, elles y sont, c'est tout. Hein. Puis on va essayer juste d'améliorer un peu les choses, mais quand même, ça pose quand même un problème. Voilà, ça c'est déjà, donc, et les paradis fiscaux servent aussi, avec les différentes techniques comme les sociétés écrans, justement, à camoufler tous ces délits. Notamment, ça sert de paradis fiscaux, mais aussi de paradis judiciaires. Parce que quand les grandes catastrophes maritimes, par exemple, comme celle de la Cadiz ou autres, elles ont beaucoup plus de mal à arriver à terme parce qu'il y a des procès, parce qu'en fait, les sièges de ces multinationales se cachent dans ces paradis fiscaux, et donc sous des sociétés écrans, on a beaucoup de mal à aller trouver quels sont les auteurs. Donc, la dette est d'autant plus importante, le pouvoir de la dette est d'autant plus important qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'était pas forcément l'analyse de Marx à l'époque, il y a plus d'un siècle, et il considérait que qui dirige le monde aujourd'hui, il estimait que c'était donc l'industrie, hein. Les grandes entreprises qui produisent, et pas la finance. Je ne rentre pas dans les questions de considération théorique. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est clair qu'elles ont une influence importante, mais que les banques, aujourd'hui, c'est quand même les plus grands, celles qui dirigent le monde en priorité, notamment par quels moyens elles le font. Alors, on l'a vu par rapport avec la dette, hein, puisque si un État n'obéit pas en remboursant la dette au taux d'intérêt qu'on lui demande, on augmente les taux d'intérêt, il faut rapidement qu'ils mettent en pratique, en place les politiques néolibérales. C'est ce qui s'est passé dans les pays du Sud pendant toutes les années 80, c'est ce qui nous arrive donc maintenant progressivement, d'abord à la Grèce, puis nous aussi progressivement, via l'Union et via l'euro. Et donc, ces banques c'est des banques privées majoritairement, parce que c'est qui détiennent la dette, puisque depuis les années 73, en France notamment, les États n'ont plus le droit d'emprunter aux banques publiques, mais ils doivent emprunter aux banques privées, et du coup ça donne un pouvoir énorme aux banques privées. Et donc, via la dette, et les organismes d'audit, donc les banques privées orientent les politiques des États. Et je crois que je tousse encore pendant un moment là. Donc ça, c'est un des premiers pouvoirs d'orientation de l'économie mondiale, et en l'occurrence des États. Et donc ça, c'est les banques privées. Mais comment elles exercent ce pouvoir-là? C'est que très souvent, on voit qu'il y a un va-et-vient entre les grands dirigeants, les grands PDG des banques privées et des banques publiques, comme la Banque de France, comme la BCE, comme Mario Monti par exemple, et autres, Draghi, toutes qui venaient, certains en tout cas, moi j'ai plus de la banque Goldman Sachs, et on voit que les grands dirigeants qui appartiennent à la Banque mondiale notamment sont aussi des anciens des banques américaines notamment, et des banques privées. Donc on voit un va-et-vient sans arrêt entre ces banques privées et ces banques publiques, hein, ce qu'on appelle le pantouflage, entre public et privé, ce qui pose un vrai problème d'indépendance, puisque les banques publiques sont censées servir l'intérêt général. Or, en réalité, ils orientent l'économie mondiale en fonction des intérêts, donc du coup des banques privées, des intérêts néolibéraux des banques privées. Donc on voit vraiment aujourd'hui que c'est ça vraiment le gouvernement mondial actuel, le gouvernement mondial des banques, hein, via la Banque mondiale, le FMI, qui dirige les différents États via la dette. C'est ça vraiment le mécanisme de domination générale, et assez soft, parce que finalement, en plus on dit c'est normal, il faut rembourser la dette. Donc on ne va pas les empêcher de le faire, généralement c'est l'analyse. Sauf que si ces mécanismes dont je vous ai parlé notamment si la dette n'était pas... On avait emprunté à la Banque centrale, certains auteurs estiment qu'on l'aurait remboursé déjà depuis au moins les années... depuis une dizaine d'années plus ou moins. Voilà.
La deuxième partie de ce premier pouvoir économique et financier, c'est le pouvoir économique au sens strict. Hein. Donc c'est le pouvoir de production. Le pouvoir de production par les transnationales et autres. Donc ça, attaque, c'est plutôt la spécialité d'attaque en général, et ça reste d'actualité. Et en gros, c'est une analyse marxiste classique de l'exploitation, hein, des pays du Sud comme des plus pauvres chez nous, de la domination liée à la propriété privée des moyens de production, et aussi, du coup, on pourrait dire de l'aliénation, parce qu'à un moment donné, quand on est vraiment tellement aliéné, on ne se rend même plus compte qu'on est exploité et dominé, on considère que le capitalisme c'est normal, il n'y a pas d'autre solution, et donc il faut continuer. C'est la pensée unique. Voilà. Donc en réalité, il y a deux éléments complémentaires, c'est partie légale, tout ça c'est l'analyse marxiste sur la partie légale, mais en plus il y a une partie illégale qui en remet une couche. Un exemple de dimension illégale de ce produit, mais il y en a des dizaines, c'est par exemple, c'est dans le livre, alors, je ne sais plus la source en tête, c'est de Harel, sur l'affaire Elf, donc liée au procès Elf. Il avait enquêté et s'était rendu compte qu'une partie, par exemple, des cargaisons de Total, Elf Total, quand Elf Total va dans un pays, il a la technique, il va sur place pour faire l'extraction, et il est censé en reverser une partie, payer en tout cas une partie de ce qu'il extrait à l'État. Or, des fois, ils volent directement des cargos entiers. Ils extraient, et puis ils embarquent directement en cargo, c'est des cargos fantômes, et ils volent directement une partie de ce qu'ils ont extrait. Et comme peu de gens sont capables de vérifier, etc., c'est un vol caractérisé. Ou par exemple, une autre méthode plus légale, c'est qu'ils vont réussir à travers la corruption et autres des dirigeants, à vendre le pétrole, enfin à payer le pétrole à un prix extrêmement bas par rapport au prix du marché. Et donc finalement le dirigeant accepte, ce qui s'est passé par exemple au Congo, Brazzaville notamment, et le dirigeant accepte, et donc le pays, c'est le pays qui perd, donc l'État du pays, notamment le Congo, qui perd de l'argent, et donc les dirigeants de Elf Total, eux gagnent avec ce mécanisme-là. Voilà. Donc il y a plein de mécanismes de ce type-là qui permettent cette du coup, là c'est plus que de l'exploitation, à ce moment-là on arrive au stade du vol. Voilà. Parce que dans la plupart du commerce international, il y a ce qu'on appelle les commissions et les rétrocommissions, ce qui a pas mal été étudié par Denis Robert dans plusieurs de ses ouvrages, et notamment la banque Castrim. Et dans ces mécanismes de rétrocommission, je suis rentré dans les détails, quand il y a deux acheteurs, donc en l'occurrence une multinationale et un dirigeant, ils se font sans arrêt, on pourrait dire des pots de vin, qui permet donc à chacun de trouver son intérêt. Un peu l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure par rapport à le fait de payer en dessous du prix un produit. Et c'est ce qui est arrivé, il y a des rétrocommissions énormes, c'était sur les frégates de Taïwan, qui d'ailleurs ne sont jamais arrivées au stade du procès, celle-là. Ça s'est arrêté pour secret défense. Parce qu'évidemment, comme tout le monde, le principe c'est de laisser la patte à tout le monde, et donc que ce soit les gouvernants de différents bords, si jamais il y a un procès, ça pose des problèmes à tout le monde. Donc le mieux dans ces cas-là, c'est de mettre secret défense, c'est ce qui s'est passé, et comme ça on ne saura jamais, en tout cas jusqu'à ce que ce soit ouvert, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Le deuxième pouvoir, j'accélère mais bon, j'ai pris un peu de temps, mais c'est quand même les pouvoirs un peu les plus centraux. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir des organisations internationales. Hein. Donc là, c'est l'accumulation, disons, c'est le niveau supérieur au niveau des États. Et donc là, j'ai commencé déjà un peu à en parler. Les organisations internationales les plus puissantes, ce n'est pas l'ONU, alors ce que devrait l'être, puisque c'est celle qui est une des plus démocratiques, même si elle n'est pas encore suffisamment. Mais c'est, donc on l'a vu tout à l'heure, la Banque mondiale, le FMI, qui trône au-dessus, avec à ses côtés l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et dont la fonction, c'est de libéraliser le commerce, donc ouvrir toutes les frontières aux multinationales dans le monde, pour que les plus grandes transnationales puissent attaquer les plus faibles. Et là, en ce moment, comme ça ne fonctionne pas bien au niveau de l'OMC, parce qu'il y a eu tout un mouvement, des mouvements sociaux, etc., fait par les pays du Sud, mais à l'instigation justement d'associations comme Attac ou autres,
qui ont poussé les pays du Sud à se rebeller. Donc toutes les négociations ont été bloquées un peu à l'OMC, en tout cas sont ralenties. Donc maintenant ils essayent, dans le cadre de relations bilatérales, notamment avec le TAFTA, entre la relation entre l'Europe et les États-Unis, mais c'est la même chose entre l'Europe et l'Afrique, pour continuer à essayer d'exploiter, d'ouvrir les marchés. Et généralement, justement, c'est 2 poids 2 mesures, c'est on demande l'ouverture des marchés dans ces pays-là, à travers la Banque mondiale et le FMI, liée à la dette. Mais après, quand les pays du Sud veulent, eux, apporter leurs marchandises, on met des exceptions à la règle, ce qu'ils appellent les différentes boîtes, différentes couleurs, vertes, bleues, etc., en disant, bah non, il faut encore nous laisser, nous, les pays du Nord, encore un peu de temps avant d'ouvrir nos marchés. Donc il y a vraiment 2 poids 2 mesures. Voilà. Ce qui a fait que des dirigeants comme des dirigeants du Brésil, Lula, à un moment donné, prenaient carrément le libéralisme, alors qu'ils étaient plutôt de gauche, parce qu'au moins, le libéralisme réel, c'est que tout le monde ouvre ses frontières à égalité. Bon, je pense pas que c'est une bonne chose pour les pays du Sud, mais il vaut mieux que tous les pays ouvrent leurs frontières à égalité, qu'on ouvre uniquement les frontières des pays du Sud et puis pas les nôtres. Hein. Ou alors, c'est pas à mon avis la bonne solution. La bonne solution, c'est qu'il y ait une autonomie pour chacun des pays, que ce soit ceux du Sud ou du Nord, et que chacun trouve déjà une autonomie alimentaire, économique et autres, et puis et après on échange un peu en dehors. Mais s'il n'y a pas d'autonomie, sinon il y a concurrence, prédation dans les différents pays, et les problèmes des immigrés aujourd'hui qu'on voit qui débarquent chez nous à flot, c'est la raison numéro 1, c'est toute cette libéralisation à outrance qui empêche ces pays de trouver une autonomie. Et donc quand nous on dit qu'on vient les aider, ces pays, il y a tout un discours sur on est de l'Afrique. Quand il y a un des livres, pareil, de Verschaff qui s'intitule c'est sur l'aide au développement, et donc ils ont fait un calcul pour essayer de voir sur l'aide au développement, c'est pas grand chose, l'aide au développement ça représente 0,35% du PIB, enfin, c'est l'objectif, c'est même pas l'élément atteint, et donc sur cette petite somme, que pour beaucoup c'est déjà beaucoup trop en tout cas pour ce qui devrait être, en réalité on se rend compte que sur l'ensemble de cette somme il y a à peu près 5%, selon le calcul qu'avait fait Verschaff, 5% seulement qui arrive vraiment aux populations. Alors où va l'argent dans ces situations-là? En fait, il y a par exemple une partie qui va rembourser les dettes de la Banque mondiale, une partie qui va rembourser, qui va permettre de payer les infrastructures, par exemple pour faire venir le pétrole de Elf Total jusqu'au bord de la mer, donc ça nous intéresse nous, on fait des routes là-bas, une partie pour payer les instructeurs français à qui on a vendu des armes sur place, ou pour payer le collège des personnes, disons, les Européens qui sont sur place. En gros, tout l'argent qu'on soi-disant on donne aux pays du Sud, en fait on se donne à nous-mêmes. Donc on voit vraiment qu'il y a sans arrêt un double discours entre la générosité, bon déjà qui est limitée, 0,35% c'est pas beaucoup, mais en réalité à la fin c'est zéro, quoi. C'est surtout pour nous aider nous-mêmes. Voilà. Donc dans les organisations internationales, donc il y a ces trois FMI, Banque mondiale et OMC qui tiennent la route en priorité, et après il y en a d'autres qui suivent derrière et qui ont d'autres objectifs. Et donc celle qui est derrière ensuite, c'est, on pourrait dire, la file, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc là on voit que le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est les grandes puissances qui tiennent la route. Et quand elles mettent leurs actions en jeu, vous connaissez la fameuse déclaration de guerre en Irak avec des fausses photos sur les installations nucléaires de Saddam Hussein, qui avait pour objectif de lancer la guerre au Moyen-Orient. Et d'ailleurs c'est un peu l'objet de l'article que j'ai écrit là, c'est dans le magazine des Indignés, c'est où j'intitule La guerre au Moyen-Orient vers une troisième guerre mondiale. Et en fait, ce que j'ai essayé de montrer là, j'anticipe sur un autre des pouvoirs, mais c'est pas grave, c'est comme chez nous, il y a quelques attentats, puis ça s'accélère quand même. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'avait donné envie de creuser un peu ça. Pour nous, c'est une guerre lointaine, il y a il y a eu l'Afghanistan, l'Irak, etc. Mais ça fait depuis la guerre du Golfe en 91, si je ne me trompe, que les forces occidentales sont là-bas, bombardent au nom de la démocratie et de la liberté, pour défendre la démocratie et la liberté. Et j'avais fait le calcul pour comparer la première guerre mondiale et la deuxième.
Et dans la deuxième, il y a environ, alors je sais peut-être, hein, j'ai plus précisément, je pas sous les yeux, autour de 60 de pays qui étaient impliqués. Dans la première, c'était 35 pays environ. Et là, on est à peu près aussi à 35 pays, 35 nations qui sont impliquées depuis maintenant presque 25 ans. Et donc la seule différence qu'il y a entre, finalement, bon, avec un détail, entre les Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas, enfin, avec la première par exemple, c'est pas le nombre de personnes impliquées, parce qu'il y a enfin, d'États impliqués, c'est l'étendue des pays. Hein. Là, ça se limite à, disons, 6-7 États. Si on enlève les États où il y a du terrorisme, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est vraiment en guerre, pas exagérer non plus, enfin, en termes, disons, sur notre territoire, mais ça ressemble plus finalement à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, comme ça s'est passé aux États-Unis. Ils étaient en guerre eux aussi, sauf que ça se passait pas chez eux, donc ils ne voyaient rien venir directement. Donc il y a une forme de... On est d'une façon en Troisième Guerre mondiale depuis 20 ans, mais on ne s'en rend pas compte, et puis là ça s'accélère. Et donc voilà. Mais on a notre part de responsabilité, comme on va là-dessus, pour expliquer tout à l'heure. Dernier point sur les organisations internationales, donc je vous disais, il y a les FNUAP par exemple, bon, là, je ne peux pas entrer dans les détails, mais qui a comme fonction de gérer la démographie, et on voit qu'il est directement financé par des grandes multinationales comme celle de Rockefeller, qui ont des objectifs très nettement eugénistes, hein, diminuer la population dans le monde. Et donc il y a plusieurs façons de diminuer la population, mais il y a des façons plus ou moins, on va dire, sociales. On va dire en redistribuant la richesse et en émancipant les femmes, mais des façons plus radicales, qui vont des fois jusqu'à l'eugénisme. Pour donner quand même un ordre d'idée, il y avait Huxley, qui était le frère, ou peut-être pas le frère, de la famille de celui qui a écrit Le meilleur des mondes. Julian. Voilà, et qui a dirigé l'UNESCO, qui était lui-même, et donc lui, il a dirigé la présidence, il était président de l'association eugéniste internationale, et donc ils étaient, leur philosophie, donc c'était effectivement, il y avait trop d'humains sur la Terre, mais ça c'est pas... Le seul problème, c'est qu'ils estimaient justement qu'il y avait surtout trop d'humains pauvres et illettrés. Et donc il fallait s'attaquer en priorité à ceux-là, puisqu'en fait, ils se reproduisaient à l'infini, et donc il ne fallait surtout pas que les plus pauvres et illettrés se reproduisent, parce qu'il estimait qu'ils avaient un QI plus bas que la moyenne, donc c'était nuisible à l'espèce. Donc ça a amené ce genre de réflexion, notamment au nazisme, mais pas que ça. Sida. Hein, voilà. Et donc cet illustre personnage, donc, il dirigeait quand même l'UNESCO hein, pendant pas mal d'années, donc on voit que ça ne défrisait pas les grosses instances. Les grandes instances. Et ce genre de discours en fait, extrémiste, on se rend compte que plus on monte haut dans la hiérarchie des élites, plus les élites sont de droite en général, parce qu'elles promeuvent la liberté, mais la liberté extrême. Donc elles sont souvent très proches de l'extrême droite. Et évidemment, on ne peut pas le dire, parce que si elles le disent comme Morano, elles se font destituer, comme vous avez vu récemment, mais ils ont intérêt à être discrets quand même. Plus ou moins, ça dépend des époques. Et donc, quand c'était à l'époque de Vichy, il fallait mieux le dire, mais là, en ce moment, il faut mieux se cacher un peu, quoique ça devient un peu tendance. Hein. Donc, en tout cas, il y a quand même quand on lit un peu ce qu'elles écrivent, il y a quand même une grande majorité qui sont très orientées sur des idées d'extrême droite. Dernier point sur les organisations internationales, c'est par exemple l'AEIA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui elle, est sous la main des lobbies industriels nucléaires, et donc à la fois militaire et donc armement militaire privé et public, et donc ces deux lobbies-là, alors que c'est une agence disons, qui est censée être publique et indépendante, et elle a des directives qui obligent par exemple d'autres agences comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, chaque fois que l'OMS publie quelque chose par exemple pour dire qu'il y a des problèmes de santé et autres, surtout quand c'est dans le domaine nucléaire, elle doit toujours passer avant par l'AIEA pour vérifier qu'elle ne dit pas des choses qui iraient contre l'intérêt des puissances nucléaires, voilà, par exemple. Et puis l'UMS, on sait aussi, quand on creuse un peu, qu'elle est complètement inféodée à l'industrie pharmaceutique et autres, qui est donc l'industrie pétrochimique, celle de Rockefeller, Rothschild, etc., et qui fabrique, donc c'est les producteurs de pétrole et autres. Et donc il y a des dizaines de cas, bon, vous avez vu que l'histoire des vaccins, et puis ça a eu des retentissements en France il y a quelques temps, autour d'un demande d'indépendance des instances et françaises et internationales, des instances de santé internationales, où on voit, ça c'est le problème de la recherche aujourd'hui, où on voit que tous les chercheurs, la grande majorité des chercheurs, sont financés par l'industrie pharmaceutique, enfin les industries privées, donc là en l'occurrence dans le domaine de la santé c'était les industries pharmaceutiques, et du coup, on les retrouve aussi
dans les instances de décision, et donc il y a une collision complète et un manque d'indépendance. Voilà. C'était un peu le cas de Bachelot, notre ex-ministre de la Santé, qui elle avait travaillé pour l'industrie pharmaceutique. Enfin, c'était pas simultanément, c'était déjà un peu différent. Enfin, il y avait quand même tout un réseau lié à ça. Troisième pouvoir, c'est le pouvoir étatique. Hein, le pouvoir étatique, c'est le pouvoir des États. Et donc là, on pourrait dire, ah non, moi les États, on les élit, ils sont un peu au-dessus de tout ce vacarme. Et je pense que là, il faut revenir pour le coup à des questions plus théoriques, celles de, je vais aller rapidement sur les analyses marxistes entre eux qui expliquaient, donc Marx expliquait que les infrastructures économiques dominent les superstructures politiques, juridiques et autres. Et bon, on dit comment ça se fait, etc. Mais on s'en rend assez vite compte par la phrase que vous connaissez, quand on dit que les multinationales dominent le monde. Comment elles font pour dominer le monde? Elles le font par leur puissance économique. Il suffit qu'une entreprise dise si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vais mettre des emplois, des travailleurs au chômage, ou je vais délocaliser, par exemple. Sans même là, si on est dans légal, même sans avoir besoin de corrompre. Mais donc, il suffit qu'elle dise ça pour que directement les dirigeants des États se soumettent. Hein, déjà, rien qu'à cause de ça, ça suffit. Mais il y a un problème aussi plus profond, c'est en fait, on peut considérer que le ministère des Affaires étrangères, c'est en fait le ministère du commerce des multinationales, et on se rend compte assez simplement, c'est que quand un grand dirigeant va à l'étranger, il est toujours accompagné des grands dirigeants des grandes entreprises, hein, en l'occurrence Renault ou autres, des grandes banques, et c'est un peu logique, puisqu'il y a une concurrence internationale entre nations, il faut que les multinationales si on prend l'exemple de la France, soient présentes pour que dans le commerce mondial elles soient compétitives, pour qu'on ait du travail chez nous. Sinon ils ne sont pas réélus, puisque c'est l'objectif notamment de Hollande, il a raison, d'éviter que la courbe du chômage diminue. Et donc vous voyez qu'il y a une collision complète dans le système capitaliste, entre les intérêts des multinationales et ceux finalement des dirigeants. Et donc comme ils voyagent ensemble et ils travaillent chacun aux intérêts des autres, là je vous avais donné l'exemple de Chirac avec Dassault, c'est clair qu'à un moment donné, c'est très difficile pour les dirigeants, pour les élus, de s'abstraire des intérêts des transnationales. Donc pour y arriver, bon là c'est un autre débat, on n'aura pas le temps de le faire ce soir, mais en gros il faudrait réellement complètement transformer le capitalisme et éviter cette puissance énorme des dirigeants transnationales, notamment en créant ou des entreprises publiques ou des coopératives. Hein, mais pas cette propriété privée des moyens de production, ça pose un vrai problème de démocratie. Et tant que ça sera le cas, on ne pourra pas espérer que nos États, nos dirigeants, même avec un bon système d'élection, soient réellement indépendants, puisqu'en fait, c'est vraiment les infrastructures économiques qui dirigent les superstructures politiques et autres. Donc du coup, ça va jusque dans le droit, dans le domaine du droit et de la justice. Hein. Donc, la base de la démocratie, c'est la question des contre-pouvoirs. Mais donc, ça supposerait que la justice soit indépendante et puisse exercer un contre-pouvoir suffisant, le pouvoir judiciaire. Le problème, c'est qu'elle n'est pas indépendante, ou très peu indépendante, un petit peu quand même, mais pas suffisamment, notamment parce que, bon, je ne rentre pas dans les questions techniques, j'ai passé pas mal de temps à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, donc en résumé, de façon schématique, c'est les procureurs sont nommés par le gouvernement, et, enfin plus ou moins direct, et du coup le gouvernement a toujours la main, hein, via donc, le ministère de la Justice, et donc les juges d'instruction, eux, normalement sont indépendants, sauf qu'on peut leur exercer énormément de pression contre eux, notamment en dessaisissant un juge quand vraiment qu'il est trop motivé, hein, c'est arrivé à plusieurs reprises, notamment avec le juge Alphen dans l'affaire des HLM de Paris. Mais il y a une autre technique encore plus radicale, plus simple, c'est de mettre le secret défense. Chaque fois qu'il y a une affaire qui est vraiment importante, et en général quand elle est importante, ça touche les élites économiques et politiques. Et donc pour vous donner une idée, il y a 677 affaires en 2008 qui ont été jugées secret défense. Et donc on voit que c'est vraiment une machine à blanchir le problème. Et donc secret défense, c'est donc une façon de dire continuez, il n'y a rien à voir. Je vais vous donner l'exemple des frégates de Taïwan. Bon là, en ce moment il y a des procès en cours, c'est Karachi, l'angle de la Guette. Bon ceux-là justement ils ne sont pas encore secret défense, donc mais ça peut vite arriver, voilà. Et donc
Et ça pose du coup l'autre problème directement lié à ça, c'est le rôle des services secrets. Les services secrets, ils sont censés nous protéger, vous voyez bien, par rapport au terrorisme international et autres. Le problème des services secrets, c'est que c'est eux justement qui invoquent le secret défense. Et donc on voit une collusion directe. Hein. En plus, bon, il y a tout un travail de certains, ce qu'on appelle l'état profond. Il y a pas mal de films là-dessus qui parlent de ça. Le rôle de l'état profond, donc, par exemple, vous connaissez les soupçons de la CIA qui auraient donc contribué à l'assassinat de Kennedy. Et donc, bon, là, c'est pas prouvé. C'est pour ça qu'en général, vous voyez, j'évite de prendre des cas qui sont repassés par la justice, enfin, qui n'ont pas fait l'objet de procès, parce que, bon, après, on est toujours sujet à s'interroger sur la vérité, le fondement des différents éléments. Et on observe donc justement ce service secret. Donc finalement, les services secrets sont profondément contre la démocratie. Là, vous avez vu encore récemment, bon là, c'est pas les services secrets, mais presque, c'était la question des... comment il s'appelle déjà, l'ex-ministre de Sarkozy de l'Intérieur, qui a un procès en cours. Guéant, voilà, Guéant. Donc il y a tous des fonds secrets. Mais c'est une certaine logique, parce qu'il faut qu'ils puissent régulièrement... bon, ils ont besoin d'argent, ces gens-là, pour leurs actions, et c'est logique. Mais du coup, il y a vraiment un problème de fait, c'est que comme c'est ça, cet argent, ils ne peuvent pas, donc il faut à la fois improviser, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas toujours tout dire à tout le monde. Et du coup, cet argent contribue énormément à opacifier le système. Voilà. Et on se rend compte que les services secrets ont besoin de beaucoup d'argent, ils n'en ont jamais assez. Et Versailles justement montrait qu'il y a toujours ce trinôme entre, chaque fois qu'il y a du pétrole, il y a à la fois des armes et la drogue. Alors pourquoi ce trinôme qui va tout le temps ensemble? Et quand il y a du pétrole, il faut protéger le pétrole. Et donc il y a des armées publiques qui le font, mais il y a des armées aussi privées, il y a beaucoup de milices. Les pétroliers ont leurs milices. Et donc, pour avoir des milices, il faut des armes. Donc il y a de la vente d'armes, légale et illégale. Et qui permet la vente d'armes? C'est l'armée. Et donc l'armée, en fait, il y a tout sans arrêt des va-et-vient entre les parties légales et illégales. Et donc l'armée, le gouvernement français sait très bien où passe, qui fabrique les armes et où ça passe. Donc ils n'ont pas du tout intérêt à laisser faire, parce que sinon ça pose des problèmes de sécurité. Donc ils laissent souvent les choses faire, mais ils suivent. Ils ont les services secrets, c'est leur boulot. Et par exemple, au niveau de Total, on a estimé qu'à l'époque de Total, il y avait 200 membres des services secrets français qui travaillaient au sein de Total. Donc on voit que d'autant plus que c'était une entreprise publique, mais maintenant que c'est devenu Total, et donc c'était à l'époque de Elf, maintenant que c'est devenu Total, il y en a peut-être moins, mais on voit bien qu'il y a un lien direct. D'ailleurs, Loïc Le Floch-Prigent, qui a eu donc un procès au moment de l'affaire Elf, donc lui il a écopé. Et comment dire, il disait justement qu'il se considérait en fait comme le ministère des Affaires étrangères français, hein, en fait le ministère, disons même de la colonisation, dans le sens où vous allez sur place et ça servait un peu d'arme de guerre en quelque sorte, mais pacifiste pour la France. Et donc qui était derrière, qui travaillait pour ça? C'était De Gaulle, puis ensuite il y a eu Mitterrand. Donc on voit que c'est les deux grands hommes aujourd'hui qu'on cite sans arrêt. Il disait différents ouvrages. Vous verrez qu'en fait, ils ont toujours su comment fonctionnait ce mécanisme, donc les affaires de Total et autres. Donc je vous en donnerai plus vous aurez d'autres faits sur Total, même si je pense que vous en connaissez certains. Mais ils ont toujours su le mécanisme de ces multinationales à l'étranger, comment elles fonctionnent. Tout ce lien, justement, je vous expliquais, entre pétrole, drogue et armes, et aussi à la finance d'ailleurs, puisque en fait, Total avait même sa propre banque, qui était dans un paradis fiscal elle aussi, et donc il y a tout un va-et-vient comme ça. D'ailleurs, je pense que c'était la même chose avec Volkswagen, ils ont toute leur petite banque à eux pour faire un peu leur business. Et voilà. Alors pourquoi la drogue liée au pétrole? C'est qu'en fait, la drogue sert aussi à se créer de l'argent, et donc ça sert aussi dans le commerce illégal de pétrole, surtout d'armes et de drogue. Et par exemple, dans différents pays d'Afrique, par exemple au Bénin, le pétrole qui coule, il vient du Nigeria, il coule la part de dimension illégale du pétrole, donc là c'est de la petite contrebande, hein, je ne sais pas si il y a peut-être des gros derrière, mais est tellement forte que même les réserves légales,
les stations-service légales coulent. Et donc il y a toute une partie finalement du pétrole qui est illégale dans ces pays-là. Alors, quatrième pouvoir, le pouvoir répressif. Donc il se compose à la fois du pouvoir militaire et du pouvoir de la police. Pourquoi il est central? Parce que là c'est la force, on va dire, la violence légitime de l'État, hein, à travers la police et autres. Et donc il est d'autant plus important en fait que sans la bras armée en fait de ces États, toute cette politique qui est menée dans différents pays du monde serait beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et une des raisons pour lesquelles la France continue à garder justement son armée, c'est pas uniquement pour se protéger, parce que bon, oui, l'Allemagne on n'a pas, mais elle n'a pas encore, elle n'a pas de problème particulier de protection. C'est qu'en fait, avoir une armée, surtout dans les pays où il y a nos entreprises, c'est une façon de protéger nos entreprises. Et donc c'est pour ça que partout, dans le grand champ de prospection des entreprises françaises, c'est l'Afrique. Ce qu'on appelle la France-Afrique, le fameux mot de la France-Afrique. Et donc elle permet, toute notre armée, donc, en particulier dans les zones francophones, et donc il y a des zones où elle est présente. Et l'objectif c'est de quadriller toutes ces différentes zones-là pour qu'au cas où il y a un problème, donc comme on a vu au Mali, au Burkina récemment, et au cas où il y a un problème en Côte d'Ivoire, etc., elle puisse intervenir pour protéger les ressortissants français, mais surtout les intérêts des multinationales qui sont présentes. Hein. Donc on a Bolloré par exemple, Bouygues, qui sont les plus connus, etc. Donc elle sert surtout à ça. L'autre élément plus classique, mais il faut quand même le rappeler, c'est que les multinationales, la guerre, il faut des armes, et donc il y a du commerce des armes, et donc la guerre sert aussi à l'enrichissement des multinationales, notamment des nôtres, hein, puisqu'on exporte énormément d'armes dans le monde. Et donc là, c'était l'exemple de Dassault dont je vous avais cité tout à l'heure. Donc il y a un lien direct entre l'industrie militaire, l'État et ses dirigeants, à la fois pour des raisons financières, mais aussi pour sécuriser l'exportation. Voilà. Un exemple connu, donc on vous en souvenez peut-être pas parce que le temps passe, c'est l'Angola Gate. L'Angola Gate a impliqué beaucoup aussi d'élites économiques et politiques, notamment derrière l'Angola Gate, le PDG s'appelait Falcon, il a été inculpé, avec Guedamac aussi qui était derrière, et en fait, tous ces rouages toujours de collusion entre les États et les multinationales, on s'est rendu compte que qui était présent dans cette affaire-là. Les plus connus, c'était Pasqua, notamment. Hein. Donc là, le Pasqua remonte à nouveau. Donc Pasqua, c'est lui qui a fait un peu les bases œuvres de la République. Il a eu de la chance, vous avez vu, il n'a jamais été vraiment inculpé un petit peu à chaque fois. Hein. Donc notamment pour l'Angola Gate, il a été inculpé, mais il n'a pas fait de prison. Et il a eu quelques amendes ou quelques problèmes avec sursis. Mais il s'en est bien sorti. Paix à son âme, il mourrait pas très longtemps. Et comment dire, donc il a été inculpé à ce moment-là, et là vous avez vu qu'il y a encore une affaire qui l'implique, lui notamment. Je parle doucement parce que je risque d'avoir un problème avec la justice, mais c'est pas moi qui l'ai mis en avant. Un bouquin de Colomba, un journaliste de France Inter. De temps en temps, les médias mainstream parlent des vrais problèmes, mais c'est assez rare. Et donc il parlait de l'affaire Boulin. L'affaire Boulin, c'est, on vous en parlait à nouveau, je crois que vous avez suivi un petit peu. Et en gros, ça résume vraiment aussi, c'est un exemple de plus, il y en a des dizaines d'exemples qui émergent. C'est que officiellement, Boulin, un ministre de la République de Giscard, s'est suicidé. La version officielle, c'est qu'il s'est suicidé. La version officieuse, qui est défendue par Colomba et d'autres, c'est qu'en fait, il y avait un conflit pour les élections présidentielles entre Giscard et Chirac, et que Boulin, qui défendait Giscard, a menacé le camp de Chirac et autres, a menacé le camp de dénoncer, parce qu'il y avait des conflits pour les élections, de dénoncer Chirac et ce qu'ils appelaient la France-Afrique, dans toutes les actions qu'il avait menées avant de Gaulle et autres, notamment avec le SAC, le service d'action civique, qui était dirigé par Pasqua, donc il travaillait au service de Chirac et qui avait travaillé aussi auparavant, le SAC avait travaillé auparavant au service de Gaulle.
Voilà. Et Focard, c'était le monsieur Afrique de l'Élysée, c'est lui qui a mis en œuvre tous les délits dont je vous parle. Il avait son cabinet à l'Élysée. Voilà. Et donc comme il menaçait donc, de faire tomber Chirac, de sortir des éléments, comme il menaçait ça, ben, la version officielle, c'est qu'on l'a plutôt assassiné. Voilà. C'est la même chose pour le juge, j'ai oublié son nom. Comment? Non, il y a un juge français, ça me reviendra tout à l'heure, qui a été assassiné, officiellement il s'est suicidé, mais en Afrique. Et à Djibouti aussi. Comment son nom vous vous souvenez déjà? Bon, je sais plus, ça reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de juges comme ça qui. Mais ça, c'est quand même assez courant à haut niveau pour les élites. C'est quand il y a un problème, un gros problème, ils se suicident, ils aiment se suicider, ça c'est leur passion. Et ensuite, ils tombent par la fenêtre aussi, ils se défenestrent, c'est plus efficace. Ou il y aura des accidents, hein, où ils sont menacés, etc. Donc ça arrive assez vite, assez rapidement à haut niveau. Où les journalistes, il y a beaucoup de journalistes aussi qui décèdent, surtout quand ils ne sont pas connus. Hein. Il vaut mieux être vite connu parce que si on reste longtemps entre deux os, ça ne dure pas trop longtemps. Bon, dans le livre, je viens de faire une liste comme ça de tous les. Pas de tout, d'une partie qui sont tous morts de mort suspecte, comme ça, pour savoir de ce qui s'est passé. Donc le plus célèbre, c'est l'affaire Boulin, donc vous voyez, ça remonte sans arrêt. Bon, voilà. Un exemple du rôle des multinationales dans les guerres, un exemple qui était assez fameux, assez grave, c'est il y a eu une grande guerre qui a fait des milliers de morts, des centaines de milliers de morts au Congo, au Brazzaville, et donc les deux parties en présence étaient, il y avait deux camps qui s'opposaient, et comme Elf Total ne savait pas exactement qui allait gagner et qui voulait absolument pas perdre la main, parce qu'une fois que si vous êtes trompé de camp, vous perdez le marché, ils ont financé les deux camps, ils donné des armes aux deux camps, comme ça ils étaient sûrs de pas perdre. Et ça a été prouvé notamment par la juge, je commence ça. Ça fait déjà un an que j'écris le bouquin, donc tout doucement les noms s'en vont. C'est pas très. La juge la plus connue en France, qui a été au vert. Voilà, Eva Joly. Donc quand elle a fait son procès contre l'affaire Elf, elle a été faire des perquisitions et elle a vu dans le coffre de l'affaire Elf, c'est l'élément qui expliquait ça. Simplement, elle n'a pas pu instruire le dossier parce qu'elle n'avait pas un mandat pour le faire. Mais bon, elle l'a rapporté dans un de ses livres. Donc c'est vraiment le combat d'Eva Joly, c'est contre ce qu'on peut appeler ces élites illégales, hein, c'est là-dessus vraiment qu'elle travaille, mais bon, elle n'est pas très suivie quand même. Hein. Voilà. Et dernier point sur les questions militaires, qui est quand même importante aussi, mais ça émerge de temps en temps, c'est l'histoire du génocide au Rwanda. Et donc la version officielle, c'est que nous, les Français, on peut revenir dessus dans les détails, mais je vais vous faire la version courte. Nous, les Français, on a on a essayé de s'interposer, on avait un mandat de l'ONU pour ça. Mais la version véritable, à mon avis, c'est pas du tout celle-là. Elle est défendue notamment par Survie. C'est que, en fait, il y avait la situation, c'est qu'il y a eu des centaines, des milliers de Tutsis qui ont été assassinés par les Hutus. Donc une guerre, on va dire, entre deux ethnies opposées. Et en fait, les Français, en réalité, ont armé, formé pendant plusieurs années avant les Hutus. Quand ils ont su qu'il allait y avoir un génocide, ils auraient pu s'interposer ou arrêter. Ils ont continué à les appuyer. Et puis ça a contribué, le génocide à se réaliser. Et même pendant le génocide, ils étaient là pour s'interposer. En réalité, certains disent, donc il y a des procès en cours, mais bon, à mon avis, ça n'aboutira pas parce que les enjeux sont trop importants. Par moment, les Français étaient sur place et ne faisaient rien, ou même aidaient, je ne vais pas rentrer dans les détails précis, mais disons, orientaient les recherches, parce qu'ils étaient sur place, ils voyaient par où les uns et les autres se cachaient. Alors on peut dire, mais pourquoi est-ce que les Français feraient de telles choses? Aider un génocide, en termes c'est étrange. Et en fait, la raison, elle est assez simple. C'est pas par racisme, même si certains étaient racistes, ça c'est clair, mais c'est pas ça la raison numéro un, parce que si vraiment c'était pas racisme, ils auraient contribué à massacrer beaucoup plus et partout. C'est des enjeux politiques. C'est qu'en fait, de l'autre côté, qui soutenait les Tutsis, c'était les Américains, notamment, et d'autres puissances, comme notamment l'Arabie Saoudite.
Et donc, en fait, leur jeu était simple, c'était si la France perdait le Rwanda, c'est les Américains qui récupéraient. Et vous savez que dans le monde, en fait, chaque fois qu'il y a une guerre entre deux États, il y a toujours un conflit de grande puissance. C'est comme la nature horreur du vide, hein, c'est la jeu des puissances. Il y a la démocratie, l'état de droit, c'est pour la façade, c'est pour les citoyens qui n'ont pas trop envie de se pencher sur les livres et autres. Mais quand on gratte un peu, c'est le moteur du système, c'est la puissance qui domine. Et donc, quand il y a deux petites nations qui se défendent, qui luttent entre elles, elles ne peuvent pas le faire toutes seules. En ce moment, c'est la Syrie, vous voyez, c'est la même chose, toujours le même mécanisme. Donc, chaque fois qu'il y a un petit conflit, regardez, cherchez quelles sont les puissances qui sont derrière. Il y en a toujours au moins deux. En gros, il y a une qui débarque, souvent c'est les Occidentaux, et s'il y a les Occidentaux, il y a un contre-pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est les Russes. Ils ne sont pas forcément plus gentils les uns que les autres, simplement c'est que chacun se défendre une part du gâteau. Donc pendant toute la guerre froide, c'était comme ça. Hein, dans tous les pays du monde, il y avait d'un côté les soviétiques et les autres, et puis les occidentaux. Et donc systématiquement, voilà, c'est ce qui s'est passé au Rwanda. Le Rwanda, donc les Français, donc, ils se sont... Enfin nous, parce qu'on est Français, hein, quand on va en Afrique, ben, on représente la France, on ne dit rien. Donc, et le fait de ne pas avoir conscience de ce mécanisme-là, on est responsable aussi, chacun des Français. Moins responsable qu'évidemment Mitterrand à l'époque, et Chirac était Premier ministre et Premier ministre des Affaires étrangères, je crois. Voilà. Et Bouk-Védrine pour bon, je ne mélange pas sauf, en tout cas, voilà. Mais on est moins responsable qu'eux, puisque eux étaient aux commandes, mais on a notre part de responsabilité, parce que chaque fois qu'on ne critique pas et qu'on ne dit pas je refuse, on contribue à ça. Et donc, bon, même bilan de l'histoire, les Hutus ont perdu, donc il y a une contre-attaque, on comprend les détails de l'histoire. Les Tutsis sont revenus au pouvoir, donc ils sont toujours au pouvoir aujourd'hui, et donc la France a été mise au banc du Rwanda. Et pourquoi ça a intéressé tant que ça d'avoir ce pays, c'est que quand un gouvernement veut conquérir un tel ou tel endroit, c'est pas juste pour les ressources, il n'y a pas beaucoup de ressources au Rwanda. C'est aussi, il y a plein de raisons, mais notamment pour des raisons géostratégiques. Le Rwanda, c'est un endroit très important pour le transport. Donc il fallait tenir cet endroit-là pour éviter ces éléments-là. Et aujourd'hui, pourquoi il y a une guerre, un enjeu, il y a plein de raisons. Hein. Les enjeux de la guerre du Moyen-Orient, c'est un peu la même chose. C'est à la fois pour des raisons, pour les ressources, mais c'est plus que ça. C'est aussi, c'est la doctrine, ce qu'on appelle Brzezinski, c'est des élites américaines qui vont conseiller les présidents depuis des années. C'est qu'en fait, le Moyen-Orient, c'est un enjeu stratégique, d'un point de vue géostratégique, c'est que c'est comme une pièce de peu, c'est comme un peu, comment dire, un jeu d'échiquier. Quand vous avez une pièce, il faut savoir positionner vos pièces. Et le Moyen-Orient, c'est un endroit clé, puisqu'en fait, quand vous tenez cette pièce-là, vous tenez pratiquement tous les autres continents. Vous tenez l'Europe, enfin vous êtes en lien avec l'Europe, avec toute l'Asie et avec l'Afrique. Donc c'est un endroit très important à tenir, donc il faut être présent. Et c'est une des raisons qui peut expliquer, c'est pas la seule évidemment, parce que c'est toujours il y a toujours plein de raisons différentes qui peuvent expliquer que dans les années 45, Israël a été implanté en Palestine, donc au centre du Moyen-Orient. Pourquoi les maisons envoyées là-bas, donc des blancs juifs au milieu d'arabes, des millions d'arabes musulmans, c'était évident qu'il allait y avoir des problèmes. Mais donc il y avait une pression qui s'est exercée, et finalement c'est les Anglais qui ont accepté à travers les accords de Balfour. Quels étaient leurs intérêts, en tout cas c'est le plus probable en tout cas, c'était de pouvoir avoir une tête de pont des Occidentaux au Moyen-Orient pour justement assurer les intérêts, comme il y a les Français qui le font en Afrique, par exemple. Hein. La concurrence en Afrique, c'est surtout français et américain, puis maintenant il y a les Chinois qui s'y mettent. Mais là-bas, au Moyen-Orient, donc il y avait les anciens comptoirs britanniques, mais c'était aussi une façon de garder la main, de mettre des blancs occidentaux au Moyen-Orient pour garder la main. Parce qu'en fait, les deux grands camps dans le monde aujourd'hui, c'est les Occidentaux contre le reste du monde. Après, il y a des subdivisions au sein des Occidentaux. Vous voyez, par exemple, en Afrique, les Occidentaux, ils tiennent l'Afrique, on va dire, mais il y a les Chinois qui débarquent, donc ça les dérange. Et donc, il y a des luttes fortes entre les Américains et les Français, par exemple, on l'a vu au Rwanda, mais globalement, ils sont ensemble. Hein. Et par exemple, l'arme nucléaire en Afrique du Sud, c'était donc ceux qui avaient l'arme, qui avaient découvert l'arme, c'était les Américains, qui ont donné l'arme ils ont aidé les Français à la trouver, et ils n'ont pas voulu eux-mêmes aller donner l'arme en Afrique du Sud, parce que ça allait se voir, puisqu'il y a beaucoup de Noirs, c'était gênant pour eux, donc ils ont demandé aux Français de s'en occuper,
et un livre intéressant là-dessus, un livre qui s'appelle sur le nucléaire, et qui explique justement ce mécanisme, comment ça s'est déroulé. Et en gros, c'est les Français qui ont fait le boulot pour les États-Unis, qui ont donné l'arme aux industriels américains, israéliens, qui ont aidé en tout cas les Israéliens à avoir l'arme nucléaire sur place, et les Israéliens d'ailleurs, c'est le mécanisme, et l'Afrique du Sud. Voilà, donc c'est les Français qui ont fait le boulot, qui ont aidé. Donc vous voyez qu'il y a des alliances très fortes au sein de l'OTAN et autres, pour servir les intérêts occidentaux. Et à l'époque de la guerre froide, c'était encore plus simple, c'était le camp capitaliste contre le camp communiste. Maintenant, c'est plus le cas, mais maintenant, c'est en gros le reste du monde, et les BRICS, la Chine, donc ce sera la conférence la semaine suivante, Chine, Russie, Inde, Brésil, Afrique du Sud, qui essaient de lutter contre les Occidentaux. Aujourd'hui, c'est ça un peu l'enjeu. Bon, là, le temps avance, il faut que je me dépêche de finir. Le cinquième pouvoir, le pouvoir idéologique. Donc celui-là, il est assez connu, mais vous voyez bien qu'à travers ces 5 pouvoirs, déjà, qu'est-ce qui les maintient, qu'est-ce qui leur permet d'avancer? C'est le pouvoir d'idéologie. Quand vous avez la pensée, quand vous êtes la pensée unique, il faut absolument que les gens pensent qu'il n'y a qu'une solution. En gros, quelle est la seule solution pour faire avancer le monde? C'est le capitalisme néolibéral. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a d'autres chercheurs comme Huntington et autres qui parlaient de chute de civilisation, et puis Fukuyama, qui parlait de la fin de l'histoire, en disant voilà, l'histoire est finie, maintenant on arrive au capitalisme, il n'y a plus d'autres solutions. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut. Quand les gens sont persuadés qu'il n'y a pas d'autre solution, d'ailleurs c'est ce qui se passe, le communisme a échoué, donc il ne reste plus que le capitalisme néolibéral. À mon avis, il y en a encore d'autres qu'on a peu exploré, même si on en a parlé à l'époque, c'est toutes les pistes autour du socialisme autogestionnaire, des coopératives, les approches libertaires, notamment de Proudhon et autres, qui ont été peu évoquées. Bon, on en parlera tout à l'heure dans le débat si vous voulez. Donc, très important, les Américains et autres, notamment un chercheur qui s'appelle Nye, développent ce qu'on appelle le soft power, le pouvoir doux. Si on veut conquérir le monde, c'est pas uniquement avec le hard power, le pouvoir de l'armée, mais il faut surtout, c'est même encore plus efficace, que les gens suivent gentiment. C'est ce que Gramsci appelait l'hégémonie idéologique. Si vous avez l'hégémonie idéologique, si vous pensez qu'en fait, il n'y a qu'une solution, c'est de suivre ce que les dominants vous proposent, en gros consommer, et dans un système capitaliste, bah, tout va bien, il n'y a même pas besoin d'avoir envoyé la police, tout va bien. Donc ça c'est quand même une arme très importante, laisser penser que le capitalisme est la seule solution. Alors pour y arriver, il y a des grands idéologues qui y travaillent, ce qu'on appelle des think tanks, et le plus connu qui a travaillé, c'était dans les années 50, avec Hayek, qui est un des grands théoriciens du néolibéralisme. Ils se sont réunis au Montpellier et à d'autres, et ils ont réfléchi à comment réorienter le capitalisme, parce que vous voyez, après les années 45, le capitalisme était en perte de vitesse au profit du communisme. Donc il fallait retrouver une autorité, et donc ils ont lancé ce qu'on appelait l'économie monétariste, le libéralisme monétariste. Et ça a contribué à relancer l'économie, à relancer le libéralisme. Et comment ils ont fait pour s'y lancer? Donc il y a des théoriciens qui ont réfléchi à ça, mais ils ont aussi utilisé, donc c'était en septembre 1973, il y a eu un coup d'État au Chili avec Pinochet, donc c'était d'extrême droite, donc des fascistes, et qui a été donc appuyé cette fois-ci, vous vous en doutez bien, il y avait à nouveau d'un côté les Américains et de l'autre qui attaquaient, et de l'autre il y avait donc donc là j'ai pas trop étudié qui étaient opposés, mais bon je pense qu'à l'époque c'était donc les communistes qui étaient derrière, et donc ils ont écrasé Allende au pouvoir. Et donc suite à ça, bon, il y a eu de la terreur, etc. Et ils ont directement, ce qu'on appelle les Chicago Boys, sont arrivés et ont commencé à mettre en œuvre toute la doctrine du néolibéralisme, donc le monétarisme dans ce pays-là. Hein. Mais ils ne l'ont pas fait juste, vous voyez bien, avec la démocratie, ça les arrange toujours le discours de la démocratie. Mais dans ces pays-là, ils ont appuyé une dictature, ils ont même fait, ils ont appuyé, non c'est l'inverse, ils ont fait tomber une démocratie, parce qu'il avait été élu démocratiquement, Salvador Allende, et ils ont appuyé une dictature, et donc on voit bien que la défense, l'argument classique des Occidentaux, c'est de dire nous on va dans les différents pays du monde pour faire avancer la démocratie, les droits de l'homme et la liberté. Et quand ça les arrange, on soutient les dictatures. Idem pour la France. Pendant des années, on a soutenu les dictateurs
dans différents pays d'Afrique, et donc comme la Côte d'Ivoire et autres. Et donc quand ça ne nous arrange plus, ben, on les laisse tomber. Mais ça, voilà. Burkina par exemple. Et donc l'assassinat d'opposants, ça c'est un classique aussi, notamment au Burkina avec Sankara, hein, où on assassine des opposants pour régler les problèmes. Bon, on s'appuie aussi sur des mercenaires. Hein, et les mercenaires, généralement, c'est des anciens de l'armée, comme Bob Denard par exemple, des anciens de l'armée régulière qui quand ils arrivent à la retraite, il faut bien qu'ils continuent de bosser. Donc officiellement, ils ne font plus partie de l'armée. Mais quand il y a eu un procès justement de Denard, qui était un ancien militaire, il y a des collègues qui sont venus pour le défendre en disant si, il était toujours en lien avec nous. Et donc là, ils attestaient qu'il y avait vraiment toujours un lien. Voilà. Et juste pour terminer, j'ai pas parlé de ça, c'est quand même important. Et j'ai quand même, l'éditeur avait enlevé il a enlevé beaucoup d'éléments. Le bouquin faisait le double au début. Peut-être ça me donnera l'occasion de faire un deuxième plus tard. Donc ça vous permet de le dire plus rapidement. Mais j'ai quand même dedans gardé des séances, vous n'êtes pas obligé de le lire. Moi, ça m'a arraché un peu les mains de l'écrire, mais c'est des séances de torture. Et pourquoi c'est important la torture? C'est pas juste pour... la torture, c'est un instrument de domination par la terreur. C'est qu'en fait, la torture, ça ne sert pas juste à torturer, ça sert, et avoir des renseignements, ça sert à terroriser les populations. Et un des éléments de torture, c'est justement de faire un truc tellement horrible, ce qui se passe un petit peu, il y a encore ces softs qu'ils font en Syrie par rapport à ce que les Américains et les Français ont enseigné aux juntes militaires d'Amérique du Sud ou africaines, pour justement terroriser les populations et faire en sorte que les populations se soumettent directement. Je ne vais pas vous raconter ce genre de choses, parce que ça me dégoûte franchement, mais je l'ai quand même marqué pour que ça me semble important. Bon, le temps avance. Dernier pouvoir idéologique, enfin il y en a beaucoup. Un des éléments de ces éléments, c'est le pouvoir notamment religieux. Là on revoit avec le pape François. Hein, et le pape François, bon, il devient écolo, celui d'avant était quasiment il avait un discours anticapitaliste comme le pape François. Je ne rentre pas dans les détails de leurs histoires, je prends juste un petit brossage rapide. Jean-Paul II a financé, a contribué à aider, disons, l'assassinat de beaucoup de prêtres en Amérique du Sud, parce qu'ils ont leur propre service secret en Amérique du Sud, et il y avait ce qu'on appelle les prêtres de la théologie de la libération, donc c'est des prêtres communistes. Et donc, comme Jean-Paul II arrivait de Pologne, il avait subi donc, la dictature communiste, et là on peut comprendre que lui, il avait une dent contre les communistes, puisqu'ils ont un gros, comment dire, ils ont fait des milliers de morts, hein, des millions de morts même. Donc lui était contre le communisme, et du coup il a contribué à ce que la CIA et tous les gouvernements d'Amérique du Sud fascistes assassinent des prêtres communistes. Et à l'époque, en Argentine, il y avait donc le pape François, qui lui, je ne rentre pas dans les détails non plus, mais enfin en gros, il dirigeait l'église catholique à l'époque, et donc il y avait des fascistes au pouvoir. Et donc quand on est dans un haut, c'est très difficile, même quand on est à un poste de direction important, dans un pays comme ça, surtout dans une dictature, soit on s'en va, soit on est obligé de cautionner. On ne peut pas critiquer. Donc du coup, il est resté au pouvoir, donc il a dû cautionner régulièrement, il les a mariés, etc. Enfin, lui directement, j'en sais rien. Mais il y a eu plein d'affaires comme ça, il a donc qui s'est de façon corrompue avec eux. Ensuite, il y a eu le pape Benoît. Benoît a fait la même chose qu'il travaillait d'ailleurs, il faisait les bases œuvres, il travaillait à l'époque avant d'être pape pour Jean-Paul II, donc je vous parlais des bases œuvres en Amérique du Sud notamment. Et ils ont financé tous les groupes. Ils ont contribué, en tout cas, ils ont donné de l'argent à tous les groupes paramilitaires, enfin certains groupes paramilitaires, notamment les Ultras, je crois, au Costa Rica, il faudra vérifier. Mais voilà, donc ils étaient complètement impliqués dans ces actions donc d'appui finalement au gouvernement fasciste d'Amérique du Sud. Voilà, donc pour ça, quand j'entends les discours de générosité anticapitaliste, ou enfin pas anticapitaliste, oui, anticapitaliste des différents papes, j'aimerais bien que ce soit vrai, mais malheureusement, pas forcément le cas. Voilà. Derrière eux, il y a l'Opus Dei et les jésuites qui ont, surtout les jésuites, qui sont donc le pape et les jésuites, ils ont ça fait 4 siècles en fait que les jésuites conquièrent le monde et sont en fait le bras armé des occidentaux, où on dit voilà, on demande aux Africains de convertir à la religion des Blancs,
hein. Donc Jésus, l'homme blond, il faut qu'il se convertisse, c'est la condition. Et ça contribue énormément à affaiblir ces pays-là, puisqu'en fait, après, ils suivent de fait l'idéologie occidentale dominante. Dernier, non, le sixième, je suis beaucoup trop long. Le sixième élément, c'est le pouvoir relationnel et le pouvoir des réseaux. Donc souvent, je vais vous donner quelques noms, vous en connaissez peut-être certains. Le siècle, Davos c'est plus connu. On a les Skull and Bones, on a aujourd'hui autour de TAFTA, c'est la table ronde européenne et internationale pour le business transatlantique, etc., qui sont derrière le TAFTA. Donc il y a des dizaines de réseaux, il y a le réseau des francs-maçons, etc., des dizaines de réseaux qu'on appelle des associations professionnelles qui contribuent à créer du lien. Notamment les plus connus, c'est les Bilderberg. Et je vous ai parlé du SAC par exemple aussi tout à l'heure, on a les STBI, je vous donne des noms comme ça, ceux qui ont envie de creuser, ils creuseront. Et tous ces réseaux-là, ils ont une influence. Et donc on peut appeler ça aussi des lobbies. Alors, il ne faut ni sous-estimer ni surestimer leur rôle. Les Bilderberg, ils sont les plus connus parce que justement, il y a 3 grandes rencontres dans le monde aujourd'hui. C'est la rencontre de Davos qui se fait en janvier, donc là où les élites participent, les rencontres du FMI qui sont en automne, et puis les rencontres de Bilderberg, je crois que c'est au mois de mai. Donc c'est 3 moments où les élites se rencontrent. Le Bilderberg, quand même, il y a une caractéristique, c'est le seul moment où les journalistes n'ont pas le droit d'écrire sur ce qui se passe. Mais tous nos élites, notamment Valls par exemple, ou Strauss-Kahn à une époque, ils participent à un moment donné. Et donc il ne se passe pas non plus c'est pas forcément des complots qui permettent de dire que tout d'un coup c'est tout se fait ici, non, c'est l'agenda habituel, ils ont toujours les mêmes sujets à tous les moments, mais c'est des moments où ils se rencontrent, c'est où ils se coordonnent, et en gros ils mettent en œuvre la politique du capitalisme néolibéral au niveau mondial. Donc, disons que c'est un rouage qui accélère ce mécanisme-là, mais c'est pas un rouage, indispensable pour autant. Ça veut dire qu'en gros, le problème des théories du complot, c'est qu'elles focalisent tout sur ce pouvoir-là, comme si c'était tout ce pouvoir-là qui dirigeait le monde. En réalité, vous pouvez l'enlever, vous enlevez tous les réseaux, il reste 8 pouvoirs. Ces 8 pouvoirs-là fonctionnent largement avec le pouvoir des organisations internationales, etc., financiers, idéologiques et répressifs. Vous avez largement pour diriger le monde. Donc il ne faut pas focaliser uniquement sur celle-là. Voilà, donc je continue. 7e pouvoir, le pouvoir de la communication, donc celui-là on a déjà parlé, le soft power, le pouvoir des ONG, des médias, pardon, et notamment les rôles des ONG servent à ça. Chaque fois qu'il y a une guerre, on envoie nos ONG pour faire de l'humanitaire et essayer de sauver un peu notre image. C'est le cas en Afghanistan et autres. Donc il est plus connu. Et le problème que ça pose aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup qui le posent, c'est qu'il y a de plus en plus des grandes industries comme Bolloré, Dassault, d'ailleurs c'est beaucoup, et Bouygues, qui achètent les médias, et environ il y a 7 ou 8 aujourd'hui, il n'y a plus que 7 ou 8 grands médias aujourd'hui, et donc il y a un problème d'indépendance de la presse, et donc le CNR disait qu'il fallait justement empêcher que les multinationales dirigent la presse, et c'est pas du tout le cas, ça empire de plus en plus. Et une des solutions, on verra tout à l'heure, ça pourrait être justement que, comme Mediapart, que les médias dépendent uniquement de leurs propres ressources. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et dernier point, après on aura fini, c'est le pouvoir psychologique et psycho-identitaire. Et alors pourquoi je l'ai mis à la fin? Parce que bon, évidemment c'est de la psychologie et pas de la sociologie ni de l'économie. Mais pourquoi tous ces élites continuent à faire ça, à faire même des actions illégales? Il y a une grande partie, c'est du mimétisme. Donc on fait ce que faut de les autres. Et puis d'ailleurs, si on ne le fait pas, on perd les marchés parce que les autres corrompent ou mènent ce type d'action. Donc on est un peu obligé de faire comme tout le monde. Mais plus profondément, qu'est-ce qui fait, même si on imaginait un système absolument démocratique avec un système parfait au niveau économique et politique, si les élites, et nous d'ailleurs, on a toujours ce besoin de puissance derrière, eh bien en fait, on est toujours soumis, je dirais, à la tentation de dominer. Donc pour se libérer de ce besoin de dominer, parce que finalement c'est ça qui anime nos élites politiques et les élites économiques aussi, parce qu'elles dominent avec le classement, je suis le plus grand des milliardaires, ou le deuxième ou le troisième, une compétition internationale à la domination, il faut que les humains acceptent d'aller regarder leur peur. Et la peur qui est derrière le besoin de dominer, c'est la peur d'être faible. Donc ça travaille beaucoup plus les hommes que les femmes, enfin ça travaille tous les êtres humains. L'autre élément qui contribue à accélérer le capitalisme, c'est la peur de manquer, et donc le besoin de posséder à l'infini de plus en plus de richesses, etc.
Donc derrière la peur de manquer, il y a à nouveau cette peur de l'insécurité, à la fois d'être fragile, mais aussi de ne pas être aimé et un manque de narcissisme. Voilà, bon, on reviendra dessus si ça vous intéresse. Donc ça, c'est l'objet justement de l'autre livre qu'on a fait récemment, là, qu'on vient de sortir, sur l'être humain en système capitaliste, et on parle justement de ces éléments-là. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, j'ai déjà été trop long. Je voulais faire 3 quarts d'heure, 1 heure, et j'ai fait 1 heure en 1h05. Voilà. Merci pour votre attention.